Mesdames et messieurs, bonsoir. En fait, ils sont trois. Premier un Français, deuxième un Français, troisième un Français. Tel est le résultat du Grand Prix du Brésil à la suite du déclassement d'un automobiliste sud-américain. Trois Français en tout cas sur le podium. Cela ne s'était jamais vu dans un Grand Prix automobile. Ils ont donc la Fiat de Paillet et Pironi. Les deux premiers conduisaient une Ligier, le troisième une TRL. Ce coup de trois est un événement considérable dans le domaine du sport. Et en tout cas, Ligier confirme très brillamment son succès du récent Grand Prix d'Argentine. Il n'est plus question depuis cet après-midi d'aller chercher des comparaisons dans le passé. Tout est nouveau grâce à Guy Ligier et Jacques Lafitte. C'est d'ailleurs lui qui prend le meilleur départ devant Patrick Depailler et les deux Lotus, les deux super vedettes de l'année passée. Et bien aujourd'hui, ce sont les Ligier. Jean-Pierre Jabouille va complètement rater son départ, ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs de réaliser une course absolument superbe. Placés en embuscade derrière les deux Ligier, les Lotus ne seront jamais en mesure de s'imposer. D'autant que Mario Andretti, le champion du monde en titre, va devoir abandonner rapidement, victime d'un début d'incendie dont sa voiture a souffert quelques instants seulement avant le départ. Tandis qu'Alan Jones vient de passer Niki Lauda, mal placé d'ailleurs sur la grille de départ. Et tandis que Patrick Tambay sera éliminé dans une collision avec Claire Regazzoni, Didier Pironi va s'imposer sans coup férir aux dépens de Johnny Scheckter. Quant à Lafitte, il va réaliser une course absolument superbe, tout à fait dans la manière de Jim Clark. Pole position départ, il va garder la première place d'un bout à l'autre de ce Grand Prix du Brésil. C'est d'ailleurs la première fois qu'un pilote français enlève 3 Grands Prix comptant pour le championnat du monde. C'est aussi la première fois qu'un constructeur français réussit le doublé, toujours en championnat du monde. Voyons maintenant la politique française, dont l'une des illustrations est la réunion durant le week-end à Versailles du mouvement des jeunesses communistes. 1500 jeunes, dont l'un des soucis primordiaux, et donc l'un des sujets de discussion, a été le problème de l'emploi. Au passage, Jean-Michel Catala, le secrétaire général, a réclamé que les frais de l'interruption de grossesse fussent remboursés par la sécurité sociale. Le chômage a été également l'essentiel des déclarations faites par M. Edmond Maire au cours du Club de la presse d'Europe 1, lequel vient de se terminer. Noël Coppin, vous y assistiez. Que peut-on analyser de ce débat ? Oui, la Lorraine, le chômage et l'Europe, 3 thèmes étroitement mêlés. Alors j'aurais retenu, si vous voulez, 2 passages qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est le très vif débat entre Edmond Maire et René Andrieux de l'Humanité. Vous savez qu'il y a quelque temps, Edmond Maire avait accusé les communistes d'être xénophobes et d'être des nationalistes. Alors la polémique a repris au Club de la presse. Edmond Maire a cité un certain nombre de slogans vus ou entendus ces temps-ci en Lorraine. Par exemple celui-ci, 1870, 1914, 1940, ça suffit. Et pour Edmond Maire, il s'agit là d'une œuvre de division, alors que pour lui, il s'agit au contraire d'unir les travailleurs allemands et les travailleurs français. Et à travers cette polémique, on voit mieux se dessiner ce qu'est l'attitude européenne de la CFDT, qui pourrait se résumer dans cette formule d'Edmond Maire, une lutte commune des travailleurs d'Europe dans le cadre d'une confédération européenne des syndicats. Soyons un peu plus concrets, Edmond Maire a donné l'exemple de la réduction de la semaine à 35 heures de travail sans réduction des salaires. Pour lui, une telle conquête serait une conquête très fragile si elle ne se faisait que dans un seul pays. Et le deuxième passage, c'est l'analyse de ce qui se passe actuellement en Lorraine. Alors là, j'ai retenu cette phrase qui me paraît importante. Il commence à s'agir d'une colère de masse, dit Edmond Maire. La cause de cette querelle, c'est le manque de négociation. Les conséquences, là, Edmond Maire laisse entendre que les syndicats ne sont pas sûrs de pouvoir contenir cette colère. Notre résistance à nous, organisations syndicales, ne peut être à tout moment à 100%. Je crois que quand on écoutait Edmond Maire et que l'on se rendait compte du ton qu'il utilisait, qu'il ne s'agissait pas là de propos dictés par la tactique, mais bien par l'inquiétude, que ce n'est pas une sorte de chantage ou de menace, mais bien, je pense, d'une sorte de cri d'alarme. Merci. Demain, Antenne de midi, présentée par Patrick Lecoq et préparée par Jean-Pierre Guérin, sera diffusée en direct de Longwy. Étranger, la visite de M. Deng Xiaoping, vice-premier ministre chinois aux États-Unis, se termine. Le New York Times, le principal journal des États-Unis, le plus influent en tous les cas, la résume d'une phrase en mélangeant le président et le sévère. M. Deng Xiaoping a fait un triomphe. En tout cas, le leader chinois a atteint son but, c'est-à-dire accroître la méfiance des Américains à l'égard de l'Union soviétique. À telle enseigne que le président Carter a dû préciser hier soir, les soucis de sécurité des États-Unis ne coïncident pas complètement avec ceux de la Chine. Pékin ne partage pas les responsabilités des États-Unis dans le maintien de la paix mondiale. Alors traduit en clair et d'anglais en russe, à l'intention de Moscou, cela veut dire la politique américaine ne se fait pas à Pékin et nous n'allons pas emboîter le pas à M. Deng. En vérité,
l'on ne craint pas trop à Washington de graves répercussions du voyage du leader chinois sur les négociations SALT, non plus que sur la prochaine entrevue Brejnev-Carter. Les États-Unis sont plus perplexes en revanche quant aux intentions chinoises à l'égard du Vietnam. On signale en effet des concentrations de troupes, de chars et d'aviation de Chine à la frontière vietnamienne, mais de l'autre côté, il y a 800 000 Vietnamiens bien armés, bien entraînés, et la Chine hésitera à tenter une action qui provoquerait presque d'évidence une riposte de l'Union soviétique. N'oubliez pas, à propos des problèmes d'Extrême-Orient et d'autres, demain à 21h30, dans question de temps, le prince Narodom Sihanouk, ex-chef d'État du Cambodge, répondra aux questions de Jean-Pierre Elkabbach, Paul Nahon et Jacques Séguy. Iran maintenant. L'affrontement que l'on pouvait craindre entre l'ayatollah Khomeini et M. Bakhtia, Premier ministre, semble pouvoir être évité, mais il est de plus en plus certain que l'armée aura un poids déterminant. Aujourd'hui, le gouverneur militaire de Téhéran vient de faire arrêter 3 anciens ministres du Shah, et l'ayatollah, lui, attend de savoir vraiment quelle serait la réaction des militaires à l'égard d'un gouvernement provisoire qu'il constituerait avant de prendre, lui, l'ayatollah, une décision dans ce sens. De toute manière, il prolonge son séjour à Téhéran, alors qu'il pensait se rendre très vite dans la ville sainte de Qom, qui devrait devenir le siège de ses activités. Qu'est-ce que Qom, cette ville dont on n'a pas fini d'entendre parler? Un reportage de nos envoyés spéciaux en Iran. Qom, c'est la ville sainte, le Lourdes de l'Iran, mais aussi le berceau de la révolution islamique. C'est ici, il y a 14 mois, qu'ont eu lieu les premières manifestations. C'est d'ici que la lutte contre le régime du Shah a gagné tout l'Iran. Qom est le haut lieu de la religion chiite en Iran. Tous les membres du clergé viennent ici suivre des cours dans les écoles et les universités coraniques. La ville compte presque 500 000 habitants, auxquels il faut rajouter les milliers de pèlerins venus prier dans les mosquées de Qom. La plus belle et la plus sacrée de toutes les mosquées, c'est celle-ci, dédiée à la sœur d'un imam. Normalement, comme toutes les mosquées de Qom, elle est strictement interdite aux non-musulmans. Exceptionnellement, on a permis à Antenne 2 d'entrer et de filmer à l'intérieur même de ce sanctuaire célèbre, en nous affirmant que c'est la première fois qu'une telle autorisation est donnée. Une constatation immédiate, vie religieuse et activités politiques sont étroitement liées. Toute la vie de Qom est dirigée par un comité du mouvement qui s'appelle ouvertement le gouvernement islamique. La circulation dans les rues est dirigée par les agents du comité, les hôpitaux, les ambulances, tous les services municipaux sont aux mains du mouvement. Dans ce sens, Qom est un modèle réduit de ce que le mouvement espère étendre bientôt à l'Iran tout entier. Nous avons aussi pu assister à une scène étonnante. L'ayatollah Rouhani, entouré d'une centaine de fidèles, commente et explique la situation politique. À la fin de ce véritable cours magistral, le collaborateur de l'ayatollah donne à l'assistance les mots d'ordre, le résumé en quelque sorte de tout le discours, mots d'ordre qui seront répercutés dans les rues de Qom dans les heures qui viennent. L'ayatollah Shariat Madari, connu pour être l'un des chefs politiques modérés du mouvement islamique, se dit optimiste quant à l'avenir. Pour lui, l'armée ne se soulèvera pas contre un gouvernement islamique. Il affirme que les militaires joueront un rôle important dans le nouvel Iran et qu'ils se rangeront aux côtés du peuple. Mais surtout, Qom se prépare fiévreusement à accueillir enfin l'enfant du pays, celui qui symbolise aujourd'hui au plus haut point toute la longue lutte du mouvement religieux, l'ayatollah Khomeini. Sa maison, la voici, une demeure sans prétention, semblable aux autres maisons de ce quartier ancien de la ville. Déjà, avant même son arrivée, c'est devenu un lieu de pèlerinage. C'est ici qu'a vécu Khomeini jusqu'à son exil il y a 15 ans. C'est ici que sont nés ses enfants. Tout a été remis dans l'état où il l'avait laissé, parce qu'ainsi, nous a-t-on dit, il pourra enfin oublier l'exil. Un
un exemple pour essayer de faire comprendre ce que représente cette maison pour les Iraniens. Le chauffeur qui nous a amenés de Téhéran a tenu à faire sa prière dans la pièce même où l'ayatollah priait il y a 15 ans et où, dans quelques jours, il priera à nouveau. Notre confrère Lucien Barnier, écrivain, journaliste scientifique, est décédé la nuit dernière des suites d'une longue maladie. Il avait 60 ans. Ancien collaborateur de Radio France à Alger, il était rédacteur en chef de l'agence de presse Science Service qu'il avait fondée lui-même. De 1957 à 1970, il avait été responsable des émissions scientifiques sur RTL. Ces derniers temps, il collaborait à France 3, à Radio France, à France Inter et à France Culture. Il laisse derrière lui l'image d'un professionnel apprécié et aimé par tous ses confrères et par le public. Aux Assises de Paris, pendant une semaine et à partir de demain, va se juger une affaire qui sort de l'ordinaire. Paul Lefebvre, un dossier de détournement d'avion et de prise d'otage, il s'agit du procès de Jacques Robert. Oui, en effet, car la personnalité de Jacques Robert, que mon confrère Jean-André Basset, le chroniqueur judiciaire de l'AFP, qualifie très justement d'idéaliste délirant, est l'un des deux intérêts fondamentaux de ce procès. Je vous rappelle que le détournement a eu lieu le 30 septembre 1977 sur une caravelle d'Air Inter Paris-Lyon. À bord 107 passagers, dont un ancien ministre, M. Philippe Malot, qui sera d'ailleurs légèrement blessé, et le député Lucien Neuwirth. Au-dessus de Pithiviers, Jacques Robert, armé d'un revolver et d'une grenade, exige de l'équipage de retourner au-dessus de Paris. Il demande à l'ensemble des radios et des télévisions de diffuser un message dont on ne saura jamais trop bien ce qu'il contenait, et accepte finalement de laisser le pilote poser l'appareil sur la piste d'Orly. L'attente durera 8 heures. Jacques Robert, qui est-il? Eh bien, c'est l'homme, vous vous en souvenez peut-être, qui, le 8 février 1974, 3 ans plus tôt, s'introduisait dans la soirée dans un des studios de RTL, et qui, sous la menace d'une grenade, voulait également diffuser un message au peuple français. Ce soir-là, l'intelligence et le sang-froid du meneur de jeu Max Meigny avaient déjà évité un drame. Au cours du premier procès, les experts avaient déjà tenté difficilement de cerner la personnalité de cet homme, dont on ne peut pas dire qu'il est un fou, mais dont on doit admettre qu'il n'est pas tout à fait normal. Cela, c'est la première question. La seconde va être d'examiner les conditions dans lesquelles l'assaut de l'avion a été commandé et exécuté, car Jacques Robert, volontairement ou involontairement, a lâché sa grenade dont l'explosion a fait 1 mort et une dizaine de blessés. Fallait-il ou non continuer les négociations, user entre guillemets la volonté de Jacques Robert? C'est toute la politique de l'action des forces de l'ordre qui, en pareil cas, va être jugée cette semaine à Paris. Hier, une grande soirée que vous avez suivie en direct, la remise des Césars du cinéma français sous les auspices de l'Académie des sciences et techniques du cinéma. Alors, par suite des horaires, nous n'avions pas pu interviewer Michel Serrault, prix du meilleur acteur masculin. Il est venu aujourd'hui à 13h dans le journal de Paul Lefebvre, ni Stéphane Audran, meilleur second rôle féminin, qui n'a pas été très loquace hier, sans doute ému par l'événement. Revoyons brièvement l'instant où elle remercie l'honorable société, comme l'on dit. Alors, je remercie encore une fois les membres de la corporation et je vais remercier aussi Claude Chabrol, parce que c'est lui qui m'a permis de tourner dans ce film, parce que c'était pas évident au départ. Et puis j'étais contente de travailler avec M. Carmet et Mme Huppert aussi, ça m'a beaucoup aidé. Merci. Merci. Stéphane Audran, merci d'être venu. Vous vous êtes plus là sur l'écran? Oui, enfin. Ah, vous avez plu en tous les cas aux téléspectateurs. Vous jouiez dans Violette Nozière, le film de Claude Chabrol, votre mari, vous jouiez le rôle de la mère de Violette Nozière. Est-ce que vous aviez dû faire un effort pour prendre de l'âge sur l'écran? J'ai dû faire un effort pour composer le personnage, d'une façon générale, parce que c'était pas un milieu social que j'avais l'habitude de représenter au cinéma, et ça, j'ai dû faire un effort de ce côté-là. Maintenant, pour l'âge, moi, au niveau du maquillage, c'était un maquillage normal. C'est un sujet très épineux. C'est un sujet très épineux, là. Non, mais vous avez dû vieillir. J'ai pas dû me vieillir, c'est surtout au niveau, je crois, de l'éclairage que ça se passe, vous savez. Moi, j'avais presque pas de maquillage, mais au niveau de l'éclairage, Rabier, qui a fait un travail, à mon avis, extraordinaire, il m'a pas soigné, voilà. Il m'a pas soigné. Mais exprès. Ah oui, exprès. Stéphane, vous avez joué dans un certain nombre de grands films. Je me rappelle entre autres Les Biches, oui, ou Le Boucher. Oui. Vous y jouiez les rôles principaux. Cette fois-ci, vous avez le César du second rôle. Est-ce que cela ne vous a pas fait un petit pincement au cœur? Non, alors, écoutez, j'ai tourné 3 semaines dans ce rôle. Isabelle a tourné 8 semaines. Le film a duré 8 semaines. Je vois pas pourquoi
c'est normal, j'ai un rôle secondaire. Alors... Dites-moi, à votre avis, est-ce que la récompense d'hier soir, le César, est-ce qu'elle va influer sur ce que nous appellerons un peu pompeusement la suite de votre carrière? C'est mon avenir. J'espère. J'espère, parce qu'alors à ce moment-là, c'est à désespérer des récompenses. Vous venez de terminer 2 films, je crois savoir. Oui, j'ai terminé un film américain de Samuel Fuller avec Lee Marvin et Mark Hamill, qui est en train de se monter. Et j'ai terminé un film de Pierre Cast, un très beau film de Pierre Cast, avec Jean-Pierre Cassel, qui va sortir au printemps. Alors, rôle principal ou second rôle dans l'un et l'autre? Alors, dans l'américain, c'est un rôle secondaire, parce que c'est un film de soldats. Alors, oui. Les femmes n'ont pas encore le premier rôle à la guerre. Vous aurez peut-être l'Oscar à Hollywood. Et Et l'autre? puis, alors l'autre, c'est un rôle principal. Merci Stéphane. Un palais des sports archi-comble à Paris, des places qui se vendent, nous dit-on, au marché noir. Voilà une des réussites quasi miraculeuses dont Maurice Béjart et son ballet du XXe siècle ont le secret. Après vous avoir présenté son premier spectacle, c'est-à-dire La Gaîté parisienne, Le Spectre de la Rose et le Boléro de Ravel, Georges Bégout vous propose maintenant Petrouchka et L'amour du poète, les 2 créations de Béjart, pour son 2e spectacle, qui est à l'affiche jusqu'au 18 février. Dans Petrouchka, l'imagination de Maurice Béjart donne à la légende populaire de la poupée une dimension psychanalytique, voire métaphysique. Une danse de vie et de mort, un entrecroisement de masques et de miroirs que Jean Cocteau n'eût pas désavoué. Ici, Georges Donne, incomparable, dès le premier tableau, fait connaissance avec une jeunesse exubérante qui va s'évanouir et ressurgir dans le spectacle de son existence, comme les guirlandes des soirs de fête. Béjart est au sommet de son art, et malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il se remet toujours en question. Dans ma création, je fais un mouvement un jour, et le lendemain, je le revois, je trouve qu'il n'est pas bon, et je le détruis, parce que je ne suis pas satisfait de ce que je fais. Et même lorsqu'un ballet est achevé, et même lorsqu'il a un succès, et qu'il est reconnu du public, je ne suis pas en paix, parce que moi, je le vois, je ne le trouve pas suffisamment bien, et il me fait mal, et j'ai presque envie de le détruire. Sur des leaders de Schumann ou des musiques de Nino Rota, le compositeur attitré de Fellini, Béjart est tout entier dans l'amour du poète. Le véritable amour du poète, dit-il, ce sont les mots, les images verbales, les sonorités. Si ce poète s'exprime par la danse, c'est l'ivresse du mouvement, le rythme de la volupté des corps, la vie absolue.
Béjart vient de dire, Stéphane Audran, qu'il fallait constamment se remettre en question. Est-ce que dans votre métier, il en est ainsi également? Il en est ainsi dans tous les métiers, surtout dans les métiers de création, et même dans sa vie, à chaque seconde. Oui. Comment? Vous vous remettez en question dans votre métier, je comprends, mais dans votre vie aussi. Mais c'est pareil, il n'y a pas le métier d'un côté, il y a pas des petites cases comme ça, c'est un tout. Je ne sais pas. Chacun a la vie qu'il veut. Je crois que d'une façon générale, on fait un tout. Alors si on se remet seulement en cause dans son métier, c'est un petit peu superficiel. Il y a matière à discussion. Là, je ne suis pas complètement de votre avis. Nous en parlerons quelque autre fois. Dites-moi, connaissez-vous Béjart? Non, mais je l'admire beaucoup. Irez-vous au spectacle? Ah oui, je voudrais bien. Oui, oui. Merci Stéphane Audran. Parlons sport. Descente mouvementée à Pfronten, en Allemagne de l'Ouest. Anne-Marie Moser-Pröll tombe. La Française Caroline Attia rate la première place de 2 centièmes de seconde. Et les 3 premières se tiennent à l'arrivée en 4 centièmes de seconde. Ah, on devrait avoir le film. Oui. Ennui, premiers ennuis, ça peut arriver. Ah bah oui. Ce que personne n'attendait plus s'est produit aujourd'hui dans la descente de Fontaine, qui d'ailleurs a failli ne pas se dérouler faute de neige. Anne-Marie Moser-Pröll est tombée dans sa première descente de la Coupe du Monde. Elle va arriver en position de recherche de vitesse et retomber sur la pointe des skis, déséquilibrée. La chute sera inévitable. Favorite pour la seconde place, elle a déjà terminé deuxième à Schruns. L'américaine Cindy Nelson profitera de la chute d'Anne-Marie Moser-Pröll pour enlever la victoire dans cette descente de Fontaine. Ce n'est pas elle pourtant qui va réaliser le meilleur temps intermédiaire, mais Anne-Marie Moser-Pröll. Elle laisse Cindy Nelson à plus d'une seconde, ce qui est énorme à ce niveau de la compétition. Seulement, Cindy Nelson, elle, ira jusqu'au bout et enlèvera la victoire en 1,18 et 62 centièmes. Cette victoire lui permet d'ailleurs d'occuper la 3e place de la Coupe du Monde. Et la deuxième de cette descente, c'est Caroline Attia, une Française de 18 ans qui mesure 1,50 m et pèse 42 kg. Caroline Attia termine à 2 centièmes seulement de Cindy Nelson en 1,18 et 64 centièmes. La jeune Française s'était déjà distinguée plusieurs fois cette saison dans les épreuves féminines et justifie ainsi les espoirs que les dirigeants du ski français avaient placés en elle. Gestartet 16, Claudia Giordani, Italien. 6 in Piancavallo, 6 in Val d'Isère. Caroline Attia, 1,1864, roter Rad, 100 bevor ihre Äpfel 200 knapp. À Vincennes, sous la pluie, réhabilitation totale du cheval qui avait été le favori du prix d'Amérique, Adolphe Duvivier, la semaine dernière, et qui a remporté aujourd'hui une brillante victoire. Le public, d'ailleurs, ne lui tenait pas rigueur de sa défaite de la semaine dernière, et il en avait fait son chaud favori. Quant au tiercé qui se disputait dans une autre course, il a donné lieu à une très belle lutte et il a été remporté par Idi. Idi, la jument de Montesson, qui amenait pratiquement de bout en bout, ce qui est un exploit sur un terrain pénible. Casaque bleu clair, toque orange. Elle est drivée par Jean-René Goujon, celui-là même qui, une demi-heure plus tard, allait gagner avec Adolphe Duvivier. Mais là, sur ces images dans le tiercé, il n'est pas favori, loin de là. Idi a repris son souffle en ralentissant un peu après la montée dans le tournoi des écuries. Paraissant un instant dominé, elle reviendra saisir l'avantage, battant de grandissimes favoris Iris de Vandel, qui n'a donc pas gagné son 4e tiercé consécutif. Et pour la 3e place, après photographie, Etouka garde l'avantage contre les assaillants de la dernière minute. Notons la bonne course d'être vert, l'arrivée est donc 4, 16 et 10, et les rapports dans l'ordre et dans l'ordre différent s'inscrivent sur votre écran. Il me semble que le tiercé n'est pas particulièrement bien payé, mais cela arrive. Le temps demain, eh bien en matinée, les nuages encore abondants sur la région frontalière du nord et de l'est donneront de la pluie en plaine et de la neige en montagne. Ces nuages fileront vers l'est et seront suivis sur l'ensemble du pays d'un ciel changeant, avec des éclaircies et quelques averses. Les vents d'ouest se renforceront sur les côtes. Ce soir, le dernier journal vous sera présenté par Hervé Claude vers 23h15. Demain soir à 20h, vous retrouverez Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir. Merci.